est sans équivoque. De la table ronde de Bruxelles à la conférence nationale souveraine, du dialogue intercongolais des Sun City au dialogue du centre interdiocésain, une constante se dégage clairement, à savoir la mauvaise gouvernance engendre les crises politiques, économiques et sécuritaires. Ces crises créent frustration, exclusion et désespoir, brisant la cohésion nationale. Cela étant, certains voisins trouvent en cela une occasion pour pénétrer dans notre pays en y sémant la désolation et en pillant nos richesses. Poussés par la frustration pour certains et d'autres par esprit de vengeance, certains de nos compatriotes n'hésitent pas à se jeter dans le bras des pays voisins qui nous agressent. Et à chaque fois, le dialogue est venu sauver la nation du chaos et de la balkanisation en permettant sa réunification et la cohésion nationale. Il est donc intellectuellement malhonnête et politiquement incorrect d'ignorer la vertu du dialogue inclusif dans notre contexte national. Le véritable problème dans notre pays n'est pas le dialogue en soi, mais l'incapacité chronique de la classe politique congolaise à tirer les leçons du passé, à profiter des périodes d'accalmie qu'offre chaque accord politique pour bâtir un État fort, juste et protecteur. Mesdames et messieurs, présidentes et présidents des partis politiques et associations membres de la coalition de la gauche congolaise, distingués invités. Il y a quelques jours, le chef de l'État s'est adressé au corps diplomatique. Nous l'avons écouté attentivement. Mais gouverner, ce n'est pas seulement rassurer l'extérieur. Gouverner, c'est d'abord répondre à l'intérieur. Et à l'intérieur, que voit notre peuple? Un espace politique restreint et sous tension. Des libertés confisquées. Des opposants inquiétés et arrêtés ou encore contraints à l'exil. Des manifestations de l'opposition étouffées. Une notification de WhatsApp. Une insécurité persistante dans l'est du pays qui continue d'arracher des vies humaines et innocentes. Kinshasa, la capitale, est toujours paralysée par des embouteillages chroniques qui dévorent des journées de travail entières, étouffent l'économie populaire et rappellent chaque matin l'absence de planification sérieuse. Une population dont la qualité de vie se dégrade pendant que les discours s'accumulent. Nous ne faisons pas ces constats par posture, mais nous le faisons par devoir. Car lorsque la gouvernance hésite, lorsque les priorités s'ébrouillent, lorsque la stratégie devient improvisation, la nation tout entière en paye le prix. Et c'est ici que se pose avec gravité la question du dialogue politique inclusif. Un dialogue suppose qu'il existe des camps qui s'opposent, qui ne s'accordent pas sur la marche du pays et qui acceptent de se parler pour trouver un consensus sur la gestion du pays et bâtir la cohésion nationale indispensable pour la survie de notre État. Donc, il ne peut y avoir dialogue que lorsqu'il y a des vives contestations politiques, voire militaires, contre le pouvoir en place et qui sont de nature à perturber la bonne marche du pays. Il est alors politiquement incorrect qu'un pouvoir contesté puisse se choisir ses interlocuteurs
fixer les règles du jeu et les lignes rouges à ne pas franchir. De manière, disons-le, unilatérale. Cela n'est plus un dialogue, mais ça devient un monologue. C'est pour cette raison que nous rejetons avec force un dialogue défini unilatéralement selon des critères arrêtés par le pouvoir seul. La paix ne se convoque pas comme un meeting. Elle se construit dans l'équilibre, dans l'inclusivité et dans la légitimité. Notre position est claire, constante et publique. Nous ne participerons qu'à un dialogue politique véritablement inclusif, conduit par une facilitation neutre, avec comme ligne rouge non négociable le respect de la Constitution, le respect de la souveraineté nationale, la préservation de l'intégrité territoriale. Et comme préalable, nous exigeons la libération de tous les prisonniers politiques et d'opinion, l'arrêt immédiat des enlèvements et arrestations arbitraires des opposants politiques, la liberté des mouvements à l'intérieur comme à l'extérieur du pays des opposants, la cessation d'actes d'intimidation et d'humiliation des opposants à l'aéroport international de Djibouti, le retour des exilés politiques et enfin la libération de l'espace public. Ceci est sans doute pour nous le minimum républicain qu'on ne pourra céder car les nations ne tombent pas seulement quand elles sont attaquées de l'extérieur. Elles vacillent surtout quand elles cessent de se parler honnêtement à l'intérieur. Le Congo mérite mieux que la peur, mieux que l'improvisation, mieux que le faux semblant. Il mérite une direction ferme, ouverte, constitutionnelle et tournée vers l'avenir. La crise principale de notre pays est sécuritaire. Si elle n'est pas réglée à temps, elle ouvrira inévitablement la voie à une grave crise politique en 2028, marquée par la non-organisation des élections dans les délais constitutionnels. Et disons-le clairement, ne pas organiser les élections en 2028, sous quelque prétexte que ce soit, serait un scénario apocalyptique qu'il ne faut jamais envisager. Pour éviter les cocktails explosifs qu'est le glissement, les dialogues politiques inclusifs que nous réclamons doivent placer prioritairement la question de la guerre dans l'Est au centre de ces travaux. Nous estimons que la résolution de cette crise devient une nécessité absolue afin d'arrêter les tueries de nos compatriotes et soulager la souffrance de ceux qui vivent sans assistance humanitaire dans les camps de déplacés, leur permettre de retourner dans leur milieu de vie habituel. Ainsi, nous estimons que le dialogue inclusif aura pour question primordiale à régler la question de la paix et la sécurité afin de pacifier la partie est du pays, y rétablir l'autorité de l'État afin de baliser la voie aux élections libres, démocratiques et transparentes en 2020. De ce fait, il sera incompréhensible que nous nous réunissons à Kinshasa
pour parler de la paix dans l'Est sans l'AFC M23, qui est l'un des principaux perturbateurs de cette paix. D'ailleurs, nous ne comprenons pas la logique du régime Tshisekedi, consistant à négocier, à vouloir négocier en aparté avec le M23 et refuser que ce dernier ne participe à un dialogue inclusif qui a plus de légitimité. C'est ici l'occasion pour moi de dire aux camarades de l'opposition que l'heure est grave. Le peuple nous observe. Nous devons être lucides face aux tentatives de manipulation du pouvoir qui cherchent à séduire certains d'entre nous en leur miroitant les avantages individuels qu'ils pourront gagner si tel ou tel autre est exclu de ces forums. Nous affirmons avec force que la politique de l'exclusion ne paye pas. Le peuple congolais a beaucoup plus à gagner avec un dialogue inclusif qui impose la paix, rétablit la sécurité, restaure la souveraineté nationale et ouvre la voie aux élections dans les délais constitutionnels, qu'à des calculs de positionnement personnel et des intérêts égoïstes. L'histoire nous jugera et le peuple nous demandera des comptes. Chers camarades, les récentes déclarations du président rwandais Paul Kagame, pour les citer, affirmant que la RDC aurait indûment bénéficié des terres rwandaises lors de la conférence de Berlin, devrait interpeller tout Congolais animé par un véritable esprit patriotique. Ces propos que certains banalisent constituent en réalité un pas dangereux vers la balkanisation de notre pays. Toute la classe politique congolaise doit considérer ces propos comme une déclaration de guerre stratégique. Et ceci devait plus interpeller ceux des Congolais qui sont à la FCM 23. Ils doivent comprendre que la guerre qu'ils mènent a pour objectif la balkanisation de notre pays. Paul Kagame ne mène pas un combat conjoncturel contre un régime en RDC. Il s'inscrit au contraire, avec l'appui de certaines multinationales, dans une stratégie à long terme, mûrie, structurée et planifiée, visant à arracher la partie est de notre pays. Il a su exploiter les désordres institutionnels, l'anarchie étatique, la fragilité structurelle et la traîtrise de certains Congolais en quête du positionnement personnel qui caractérise la RDC depuis la Deuxième République pour installer le chaos dans notre pays tout en organisant les siens, en le présentant comme un État stable, organisé, avec un climat des affaires attractif. Ainsi, il a convaincu les multinationales qu'il est plus simple, plus rentable et plus sécurisé pour eux d'acheter les minerais du Congo au Rwanda plutôt qu'en RDC où elles se heurtent aux lourdeurs administratives, à l'insécurité juridique, à l'injustice et à la corruption systémique. De fil en aiguille, ces multinationales qui détiennent une part déterminante du pouvoir réel dans le monde finissent par soutenir la cause rwandaise auprès des grandes puissances malgré les multiples atrocités commises sur les sols congolais. Et comme le dit l'adage, l'argent n'aime pas le bruit. Pendant plus de 30 ans, la classe politique congolaise n'a pris aucune mesure sérieuse
et structurante pour faire face à la menace rwandaise. Nous avons plutôt assisté à l'émergence d'une classe politique divisée, affairiste, prédatrice, composée d'hommes et de femmes sans véritable culture d'État, sans conscience de l'intérêt général et sans vision stratégique nationale. Face à cela, notre réponse face au Rwanda ne peut être que conjoncturelle. Alors qu'elle devait être structurelle, les fruits d'un système étatique pensé et planifié dans le temps. C'est pourquoi, comme stratégie, nous proposons la refondation de l'État congolais, afin de doter à notre pays d'une gouvernance rationnelle, capable de fournir à l'État des moyens politiques, institutionnels, sécuritaires et stratégiques nécessaires à la protection effective de la souveraineté nationale et de l'intégrité territoriale. Car comment voulez-vous que nous soyons respectés dans le concert des nations lorsque l'action est endémique et le détournement des deniers publics systémique? Comment voulons-nous être pris au sérieux lorsque Kinshasa, notre capitale, est devenue un véritable Capernaum? Embouteillage chronique, immondices, banditisme urbain, inondations récurrentes, absence de transport public digne de son nom, bref, désordre généralisé. Mesdames et messieurs, nous l'avons toujours dit, aucun pays au monde ne viendra garantir notre sécurité à notre place. Aucun État étranger ne défendra la RDC plus que les Congolais eux-mêmes. Notre sécurité, notre souveraineté et notre avenir dépendent d'abord de nous-mêmes. C'est pourquoi je vous encourage à croire à notre prochaine victoire commune pour implémenter notre vision de gouvernance. Et vous invite à vous mettre en ordre de bataille en structurant vos différents partis politiques et associations tout en les implantant sur toute l'étendue du territoire national, le cas échéant. Une plateforme n'est pas un parti politique. Elle est l'émanation des partis politiques et associations affiliées. Elle ne devient plus forte que quand les partis et les associations qui la composent sont forts et structurés. Chers camarades, enfin, dans une nation où tout semble être perdu, la seule chose qu'un peuple garde jalousement, c'est l'espoir. L'espoir que le Congo vivra son ère de gloire avec des femmes et des hommes qui croient fermement à leur pays et non à leur confort personnel. Que vive la CDC, que vive la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Je dirais 2028, j'attends une réponse. Jean-Marc Akabound, président de la République. 2028 Jean-Marc Akabound, président de la République. Est-ce qu'on peut le faire avec conviction? Oui. 2028 Jean-Marc Akabound, président de la République. 2028 Jean-Marc Akabound, président de la République. Et 2028 Jean-Marc Akabound, président de la République.
Monsieur le Président.